Bonsoir, soyez les bienvenus dans Broadcast Time, le rendez-vous dédié aux nouveaux médias, à la production audio, vidéo, au web TV sur Watch TV, tous les mercredis 20h, 20h30, avec mes deux acolytes, mes deux camarades que je salue tout de suite. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonjour Stéphane. Et salut Stéphane Faudeux. Bonjour à vous deux. MediaQuest, Stéphane, qui arrive tout juste d'Amsterdam. Alors on en avait dit un mot la semaine dernière. Amsterdam, Fabrice et Stéphane, c'est un salon qui a pris de plus en plus d'importance. Et cette année particulièrement, on a l'impression que c'est vraiment le salon où il fallait être cette semaine, l'ISE, Stéphane. Oui, c'est un salon qui a 11 ans. Qui a vraiment explosé ces dernières années. Pour ceux qui ont l'habitude de se rendre à Amsterdam dans les salons professionnels, pas pour visiter les canaux, on peut faire les deux, mais cette saison c'est un peu frais, hein, un peu humide. Ça occupe tous les halls. C'est un peu plus petit que la porte de Versailles, hein, le pôle de congrès d'Amsterdam, mais malgré tout c'est quand même pas mal de mètres carrés. Je crois que là ils occupaient dans les 45 000 mètres carrés d'exposition. Tout était pris, c'est-à-dire que même les couloirs où il faut se rendre pour passer d'une salle ou d'un hall à l'autre, ouais. Ils avaient mis des exposants dans les couloirs, donc il y en avait vraiment partout. Salon intéressant, hein, donc salon de l'intégration, de l'audiovisuel, hein, si on fait bien la différence entre le broadcast qui intéresse les chaînes de télévision, la production, et l'audiovisuel qui va être plutôt orienté sur les moyens que vous allez trouver par exemple dans une salle de conférence, dans un hall d'accueil, dans un magasin. Ou même pour les particuliers, le home cinéma, les salles on va dire un peu luxe, des gens qui ont des moyens pour s'intégrer, des moyens, on va dire, haut de gamme. Alors, généralement, on est dans du performant. Hein. Toute la partie domotique, qui ne nous intéresse pas pour MediaQuest, mais ça représentait aussi plusieurs halls. La domotique, important, on en parle depuis des années, mais là, c'est vrai que ça prend aussi un nouveau tournant, avec des technologies aussi sans fil. C'est vrai que les bandes passantes vont être fréquence un petit peu encombrée. Et puis là, du coup, il y a maintenant dans la domotique, les opérateurs classiques qui rentrent dans le jeu. Chez chaque box en France commence à proposer des services. Donc c'est aussi lié à ce salon. Toutes les technologies qu'on va trouver dans ce salon vont à un moment ou à un autre arriver par grands bouts, par petits bouts chez nous. Ouais. Alors on précise, Stéphane, que ça a lieu au même endroit que l'IBC au mois de septembre. Oui. Alors c'est pas la même cible. C'est pas la même cible. Mais on a eu l'impression, nous, ici, en étant à Paris, que l'ISE, cette année, avait vraiment pris une dimension différente des années précédentes. Est-ce que c'est le cas ? Non, je crois pas. En tout cas, tout le monde y était, on a eu l'impression. Non, je crois pas que c'est pris une vraie différence, parce que moi, je le suis pas depuis 10 ans, mais ça doit faire la 5e ou la 6e fois que j'y vais. C'est de la bonne com. C'est surtout qu'il y a un visitorat français qui y va de plus en plus. Qu'on retrouve des acteurs du broadcast aussi présents, c'est-à-dire qu'un acteur de broadcast soit des exposants, hein. On retrouve Sony, Panasonic, Samsung, même si Samsung n'est pas trop dans le broadcast, mais il y a quand même. Je sais pas si tu t'es fait masser comme ce qu'on vient de voir là. Mais... Non, je sais pas. Il n'y a pas eu le temps. Jeune fille. Et surtout, il y a des professionnels de l'audiovisuel, du broadcast, qui sont présents en tant que visiteurs. Il y a des chaînes de télé qui vont, surtout pour se trouver des idées pour leur plateau de télé. On sait qu'aujourd'hui, un décor, c'est le cas de l'émission, hein, c'est beaucoup d'écrans. Donc, ils vont voir qu'est-ce qui existe, grande taille, petite taille, interactivité, écran LED, jour. Enfin, pour eux, c'est aussi une source d'inspiration. On a un exemple bien connu maintenant, c'était le fameux écran dans la table tactile, oui, qui a été mis à la télé. C'est un écran qui était dédié d'abord à l'intégration pour l'éducatif ou pour les formations, et il est arrivé sur un plateau télé. Ça a fait une grande mode, hein, rappelez-vous, on prenait l'écran et hop, on disait voilà, c'est l'image est plus grande, plus petite, et on pouvait lancer les sujets. Donc c'est aussi là que les télés peuvent trouver des idées nouvelles pour faut estomaquer le spectateur maintenant, hein, faut donner des choses à manger, comme on dit. Et cette table, c'est marrant que tu en parles, parce que dans Media Magazine sur France 5 avec Thomas, je crois qu'on était les premiers en Europe, les Américains l'utilisaient déjà depuis quelques semaines, à la mettre à l'antenne. C'est vrai que c'était un outil marrant, mais qui a disparu depuis, donc on est passé à autre chose. Tout évolue, parce que c'est pareil, il y avait une limite à l'exercice, et c'est bien pour certaines choses, mais au bout d'un moment, il faut malheureusement
les bonnes idées sont cantonnées à rester par rapport à l'objectif qu'on leur donne au départ. Donc, des fois, on peut pas tout faire avec. Alors, on va passer en revue les principales nouveautés de cette ISE 2015 avec toi, Stéphane. Alors, on a toute une liste soit de produits, soit de technologies intéressantes. On va commencer par parler de la projection, qui est un des gros sujets de cette année, visiblement, avec alors un modèle de chez Sony, mais toutes les marques de projecteurs arrivent sur un nouveau terrain de jeu technologique. Le laser. Le laser alors le laser, ça fait pareil, c'est un peu, je dirais, le serpent de mer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le laser, il faut pas avoir peur, c'est pas quelque chose qui est dangereux. C'est très très encadré. C'est des lasers de très faible puissance, notamment pour la partie de vidéoprojection qui nous intéresse. Il y a des prototypes, enfin au-delà du prototype, certains produits commercialisés pour la projection laser dans les salles de cinéma où là c'est de la forte puissance et c'est du full laser. Ce qu'on trouve sur l'ISE, sur des produits qui sont moyens de gamme ou en trait de gamme, c'est de la projection laser dite phosphore. C'est-à-dire ces deux petits lasers bleus qui sont à l'intérieur, qui vont en fait illuminer une roue phosphore pour créer le bleu, et on a des diodes, des LED pour les autres couleurs. On peut pas monter très très haut. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout en LED si on a les autres couleurs en LED ? C'est une question de puissance. Ah ouais. Là, le problème de la LED, c'est qu'elle peut avoir une belle restitution colorimétrique, mais elle reste très très faible en termes de lumen. Lumen, c'est l'unité de mesure pour la puissance lumineuse, et donc ça reste assez faible. Avec le laser, aujourd'hui, sur ce genre de produit, on va entre 5000 jusqu'à 12 000 lumens. Ce qui est déjà pas mal pour les plus hauts de gamme. Bon, les prix aussi suivent. On est combien sur un projecteur ? On est à combien de lumens sur un projecteur Full HD, on va dire moyenne gamme d'aujourd'hui ? Bah, disons que c'est 5000 lumens, c'est à peu près l'unité de base, quoi. En deçà, c'est pas évident. Dès qu'on a un peu de lumière du jour, une source lumineuse ambiante, les projecteurs moins lumineux sont moins chers, mais il faut vraiment être dans des applications très home cinéma où, voilà, il n'y a pas un ray de lumière qui passe dans votre salon. Alors, Technolaser, donc, ça va peut-être. Est-ce que ça va venir en complément ou en remplacement du LCD et de la technologie de Texas Instruments dont le DLP. Voilà, le DLP. Alors ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que le laser, c'est juste la source lumineuse d'illumination du projecteur. Ça remplace la lampe, en fait. Exactement. L'idée, c'est de remplacer la lampe. Donc on n'a plus à changer la lampe. On n'a plus à changer la lampe. C'est des produits qui sont donnés pour 20 000 heures. Sauf... ce qui n'est pas énorme, parce que la lampe, ça se change au bout de 10 000, 12 000. Non, 20 000 heures, c'est vraiment 20 000 heures effectives. Il faut savoir que, Qu'est-ce qu'on fait ? On les jette au bout de 20 000 heures ? On les jette. Ah, on les jette. On les jette parce que le coût, en fait... Le changement du bloc laser va être... Non, parce que si on fait vraiment 20 000 heures et que... alors, il faut voir entre le discours marketing aussi de certains constructeurs et les réalités vraies. Pour revenir à la lampe, une lampe, il faut savoir que sa puissance décline si vous l'utilisez tous les jours pendant une semaine. Déjà, au bout d'une semaine, c'est plus la même puissance lumineuse. Donc, vous avez une pente vraiment très abrupte sur le rendement lumineux d'une lampe. C'est pour ça que sur les projecteurs moyens ou haut de gamme, on n'a pas une, mais on a deux lampes à l'intérieur pour garder justement une puissance effective. C'est important, notamment pour les projecteurs qui vont être utilisés dans des studios, sur des plateaux, pour de la location. Quand on vous demande 10 000 lumens stables, il faut 10 000 lumens, parce que vous devez les raccorder avec des fois plusieurs projecteurs. Donc il ne faut pas qu'on sente un plus sombre que l'autre. Alors que le laser, il a une stabilité au niveau de la luminosité beaucoup plus importante. Et 20 000 heures, je crois que c'est, avec une utilisation classique moyenne, ça fait 20 ans. En gros, ce que tu me dis, c'est un peu comme les batteries des appareils qu'on dit vouloir changer. En fait, on les change jamais. Et on peste quand elles sont pas interchangeables, mais en fait on change jamais la batterie avec la lampe. Enfin, moi ça m'est arrivé une fois de changer une lampe sur un projecteur, mais c'est quand même assez rare. Moi aussi j'ai changé une lampe ça peut arriver en plein événement ou une conférence ou une réunion. Et ça coûte très cher. Une lampe coûte assez cher, tout à fait. Mais le laser, on pourrait changer le bloc. C'est vraiment un bloc qui est scellé. Il y a certaines aussi restrictions, des caractéristiques techniques. On peut pas s'amuser à bidouiller le laser qui est à l'intérieur. Donc c'est un bloc entier. Fabrice serait capable de le faire. Oui,
Oui, mais c'est le petit padawan, il va faire son sabre laser. Mais il va être lourd parce que c'est quand même pas des petits blocs. Non. Quand on va regarder les appareils qui arrivent sur le marché, c'est des blocs qui vont être conséquents parce qu'il va falloir un peu de puissance quand même. Et ils vont. D'ailleurs, c'est une contrainte qui va être à prendre en compte parce que ça va quand même chauffer. À mon avis, il va falloir les ventiler ces appareils-là. Ça chauffe pas trop. C'est une grande surprise alors parce que du coup, ça chauffe pas trop. C'est aussi d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de recherches sur. Il y a deux choses, c'est que faut pas que ça chauffe trop, il faut pas que ça fasse du bruit. Donc il y a des projecteurs qui sont, j'ai entendu ou pas entendu, mais il y a des projecteurs qui font 19 dB. Ah, c'est ce qui est très très faible. Alors c'est pareil, c'est pas de la très très forte puissance. Hein. Ça parle du son, ça dit. Disons que quand tu vas être dans ton salon, pour donner une idée, 19 dB aujourd'hui sur les vidéoprojecteurs classiques de home cinéma, on est plutôt dans les 27 à 30. Donc c'est bien en dessous. 19 dB, c'est-à-dire que tu vas pas le sentir quand tu vas regarder ton film. Ce qui est un inconvénient généralement dans une petite salle, pour ceux qui font du home cinéma chez eux, ils ont le vidéoprojecteur dans la salle qui est pas forcément capitonné comme il faut. Donc on l'entend, mine de rien, on l'entend en arrière. La soufflerie, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va disparaître, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Et puis pour répondre aussi à ta question, c'est l'autre avantage, c'est qu'un projecteur laser, bon effectivement, on réduit la maintenance sur la lampe, mais aussi le système de filtre de poussière, c'est beaucoup plus robuste et on peut aussi placer le projecteur dans toutes les positions. Ah oui. À la verticale, à l'horizontale, en diagonale, en haut, en bas. Donc on pourra vraiment sculpter des images avec les projets laser qu'on pouvait plus ou moins faire avec des projecteurs à lampe classique. Ouais. On parle d'une techno là qui est uniquement dédiée aux pros, ou est-ce que ça arrive dans le grand public, ou ça va arriver dans le grand public? Ça arrive dans le grand public. Ça arrive dans le grand public puisque a été présenté aussi sur le salon un modèle chez Epson qui est donc un Projo laser. Alors bon, il faut savoir qu'un Projo laser, il joue pareil sur le discours marketing, est un petit peu étonnant, mais 4K ou pas 4K, c'est ça la question. Non, il y a deux choses sur ce Projo, c'est que quand on lit le communiqué de presse, on voit il est fabuleux, il est magnifique, il y a 2 lasers à l'intérieur. Il faut savoir que pour ces projets, il y a toujours 2 lasers à l'intérieur. Sur ces technologies, c'est obligatoire. Donc il y a pas le choix. C'est comme si une voiture avec 4 roues, c'est un peu. C'est mieux. C'est mieux. D'accord. Ouais. Donc ça c'est un point. Le deuxième point alors ils mettent pas trop en avant en France. Ils sont un petit peu modestes là-dessus. Il y a dans d'autres pays où est distribué le produit Epson, il est donné pour être un projet 4K. Ce qui est faux. C'est une matrice HD à l'intérieur, Full HD, et avec un système, une bidouille, une bidouille. Non, mais... Il y a un discours marketing aussi qui enrobe le système, et il y a un upscaler qui permet de simuler une 4K. De simuler de la 4K. Par contre, vous pouvez, soit vous upgrader, soit vous pouvez prendre une source 4K et la regarder sur votre projecteur. Ouais. On parle de quel prix là pour ce projecteur de chez Epson qui est donc on est à 6 000 €, je crois. Entre 6 999 parce que il avait été annoncé bien plus cher. Enfin, il était à peu près à 9 000. On est plutôt dans les 6 000 7 000. Donc début avril. Ouais, ce qui reste quand même un budget pour un bon projecteur Full HD, on était aux alentours des 2 000 € de chez Epson. Donc voilà, on passe à la gamme au-dessus. Hein. Ouais, c'est pas non plus du vrai 4K, donc attention. C'est pas du vrai 4K. Mais c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour les écrans de télévision. Attention, qu'est-ce qu'on y gagne, puis attention au 4K, on avait déjà fait une émission là-dessus. L'UHD, l'ultra haute définition, le 4K, tout le monde va jouer sur le terme. Attention à ça. J'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas pu voir la Projo. C'était dans une petite salle et il y avait faut aller réserver. J'avais pas le temps d'aller voir la Projo, donc je pourrais rien dire sur la qualité d'image. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour la projection de très forte puissance, ça reste encore la lampe qui est l'élément important. Chez les gros acteurs du marché, Barco, Christie a notamment sorti un projecteur 4K qui fait 45 000 lumens. Et donc c'est assez bluffant au niveau de la qualité et de la puissance lumineuse. Et le contraste va être. Donc ça doit être un monstre. C'est de plus en plus compact en fait. Ah bon ? C'est de plus en plus compact. Parce que les Christie en général, on les pose dans le salon, on les voit. Hein. Ouais, mais c'est vraiment des produits qui sont pour de l'événementiel. C'est en plein jour sous une verrière, tu peux diffuser quelque chose quoi. Ouais.
sur de la projection événementielle, sur du mapping 3D, sur c'est vrai que les loueurs sont sensibles à ce genre de produit. Bon, on va pas faire une spéciale projection non plus parce qu'il y a d'autres sujets à voir, mais je voulais qu'on parle aussi de BenQ en quelques secondes, Stéphane. BenQ, en fait, c'est un peu à l'image de certains constructeurs qui étaient uniquement sur un marché un peu entrée de gamme grand public. On peut parler de ViewSonic, Optoma, enfin ces marques qui sont présentes sur le marché. BenQ, ils ont la volonté de BenQ, ils sont leaders sur le home projection au grand public. Hein, ils se disent, alors c'est pareil, hein, ça c'est toujours les leaders entre Epson, BenQ. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il y avait sur le stand Epson, il y avait toujours cette démo, je sais pas si vous l'avez vu, où il y a un tri LCD à côté d'un DLP. Et l'image DLP, elle est vraiment horrible, quoi. Ils ont mis un truc, ils ont un peu dégradé, voilà. Et à côté, il y avait un stand, je sais plus lequel, je crois que c'était Optoma qui était juste à côté avec avec un DLP. Et ils avaient mis un panneau, au lieu d'utiliser leur vidéoprojecteur pour projeter une image, ils avaient dit ne soyez pas imbéciles, regardez sur le stand Epson, c'est pas vrai, ils ont mis une fausse image, etc. C'était assez drôle, comme cette petite guerre. La guerre des stands. DLP, tri LCD n'est pas fini. Et donc chez BenQ, en fait, ils sortent des produits assez intéressants en moyenne puissance, donc des produits aussi pour l'intégration que vous allez retrouver dans des salles de réunion, des salles de conférence, et aussi ils ont et alors ça c'est pas encore disponible, c'est en France, mais ça va arriver, je pense, au deuxième semestre. Ils se lancent dans l'affichage dynamique. C'est-à-dire ? Eh bien, ce sont les écrans que tu peux, pareil, trouver dans des boutiques, dans des malls, dans des halls d'entreprises, et avec des produits... Ils faisaient des moniteurs jusqu'à maintenant, BenQ. Ils faisaient des moniteurs. Ils se disent aussi numéro 1 sur les moniteurs pour le jeu, parce qu'ils ont des taux de réponse qui sont très très rapides et qui plaisent aux joueurs. Mais là, ils ont en fait une nouvelle gamme d'écrans qui sont plutôt de bonne qualité, avec des bords fins. C'est intéressant parce que quand vous avez des bords très fins, c'est-à-dire inférieurs à 3 mm ou 3 mm 5, vous pouvez les jointer et vous faire un mur d'image, et aussi servir pour mettre de la pub et ce genre de choses. Et donc ils vont arriver, et je pense qu'ils vont un petit peu agacé. Alors déjà, Panasonic, Sony étaient présents, mais qui étaient eux-mêmes agacés par LG, Samsung. Et là, je pense qu'ils vont agacer Samsung et LG avec parce qu'ils vont être assez agressifs sur le prix. Pour le moment, ils en parlent pas trop. Ils veulent d'abord. C'est bon pour la concurrence. C'est bon pour la concurrence. Ils veulent se lancer uniquement quand ils auront justement un service après-vente aussi, surtout parce que ça a été lancé en Angleterre, et c'est assez intéressant à suivre. Allez, on va sortir du sujet qui nous fait discuter depuis le début de l'émission, donc les projecteurs, pour parler d'autres produits que tu as sans doute vus ou croisés à l'ISE, donc à Amsterdam. Alors Fabrice, à l'ISE, on parle affichage, mais on parle aussi de streaming notamment, d'encodage évidemment. On dira un mot de New Tech avec toi, Stéphane, dans un instant. Un constructeur qui s'appelle Epiphan, qui propose un produit intéressant, alors pas un tout en un au sens du TriCaster, parce que c'est pas une régie, mais en tout cas stream et encodage, c'est le Pearl. Je sais pas si c'est un matos que tu avais déjà vu avant, Fabrice. Alors il est annoncé, ils ont fait un beau boulot de com avant l'ISE. Ils ont sponsorisé pas mal de publicité pour arriver un peu chez tout le monde. Alors ils ont fait un produit typiquement très joli, hein. C'est un peu limite gadget quand on regarde la taille qu'il a, parce qu'il est pas très gros finalement. Je sais pas s'il est rackable, hein, non, en fait il est pas prévu pour être comme ça, en fait. Il est prévu pour être posé dans une salle de réunion, pour être piloté, simplement pour pouvoir dire j'envoie. C'est l'augmentation de la visioconférence. On était sur de la visioconférence jusqu'à maintenant classique. Là on sort un peu et on dit oui, mais là on va pouvoir mettre 2 caméras par exemple, plus l'introduction d'un écran VGA, par exemple d'un laptop, et tu veux faire une formation ou faire une mini réunion que tu veux streamer ou recorder, et c'est un peu le principe. Alors là ils vont avoir des applications, je pense, très spécifiques, jusqu'au médical, hein. Voilà. Alors, ils ont, d'après ce que j'ai pu lire, moi, ils ont effectivement en plus une application purement médicale, c'est-à-dire qu'ils ont derrière d'autres, ils sont joints à d'autres partenaires pour répondre à une demande très spécifique qui est par exemple la formation à distance des médecins ou ce genre d'application.
Voilà, alors on se rend pas bien compte de l'échelle, mais c'est un petit boîtier. Hein. Bah, en fait, si je me trompe pas, il fait à peu près la taille d'un 13 pouces en largeur d'un ordinateur de 13 pouces, hein, donc à peu près 25 cm, 30 cm pour 10 cm de haut. Donc c'est un petit appareil. Maintenant, c'est intéressant parce que ça te donne la possibilité d'avoir un petit appareil pour 2 caméras, ce qui n'est pas disponible la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce côté-là. Donc Fabrice, c'est un boîtier malin, assez minimaliste mais malin. Oui, parce qu'il va apporter des solutions différentes par rapport aux justes encodeurs. Qui sont tu rentres une image, tu l'utilises, c'est streamé ou recordé. Là, tu as quand même la possibilité de faire quelques fonctions. Donc une image dans une image, tu as la possibilité d'avoir je crois même avoir une intégration de logo pour être sûr, il faudra avoir l'appareil dans les mains. Mais ça reste dans une gamme de prix assez logique par rapport à ce type d'appareil. Hein. En face, on aura des relents. La seule chose que je ne sais pas, c'est que je suis pas sûr qu'ils gèrent le son comme une mixette, hein, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on peut faire, mais c'est un bel appareil en tout cas qui va surtout être pour les entreprises, je pense pour les bureaux. Hein, c'est déjà qui va distribuer en France bah écoute, c'est une bonne question parce que moi c'est Epiphane Direct qui m'a envoyé un mail et il faut que je creuse un peu la question pour savoir qui a la carte. Stéphane, on revient vers toi toujours pour parler de cette ISE qui vient de se terminer à Amsterdam. On dit un mot de NewTek. Alors NewTek qu'on a l'habitude évidemment de voir au NAB à l'IBC. Ils étaient aussi à l'ISE. Ils étaient à l'ISE alors parce que les solutions sont transversales, hein, c'est-à-dire qu'à la fois la partie TriCaster est intéressante dans le domaine de l'entreprise, du live, de l'événementiel. À l'ISE, on traite beaucoup aussi de ces parties-là, hein, live, événementiel. Alors moi, c'est moins ma boutique par Fabrice, mais il y a énormément de sons sur l'ISE. Hein, tout ce qui est sonorisation, ampli forte puissance. Tout ce qui est HF. Voilà. Et donc, NewTek a toute sa place. Et surtout, c'était l'Arlésienne depuis un moment, mais le petit boîtier magique, le talk show, était présent. On va rappeler ce que c'est ? Oui, c'est en fait une interface hardware qui permet de faire du Skype entre soit un journaliste sur le terrain quand il y a de la bande passante et son studio, soit 2 studios, hein, on peut mettre deux talk shows qui parlent l'un avec l'autre, et ça permet d'avoir à la fois une meilleure qualité d'image et surtout supprimer certaines petites contraintes que peut avoir juste le soft sur un PC ou sur un ordinateur classique, quoi. Alors, pour tout vous dire, on a récupéré un talk show qui est ici. On devait faire un duplex avec toi depuis Amsterdam. Le talk show n'est pas du tout en cause, c'est juste la bande passante. C'est la bande passante. Sur l'ISE, avec 50 000 visiteurs qui ont chacun de la 3G, de la 4G, plus les centaines d'exposants, je pense que le hub était un peu pris. Allez, on va continuer ce premier tour d'horizon des nouveautés de l'ISE. Peut-être qu'on fera une deuxième émission d'ailleurs, hein, Stéphane, parce que je crois que tu es revenu avec de la matière. Et on va s'intéresser à une marque qu'on aime bien et qu'on avait revue avec grand plaisir à l'IBC au mois de septembre. Cette marque, Fabrice, c'est Roland. Avec des produits qui sont décidément hyper intéressants, et là c'est une matrice, un switcher, hein, même plusieurs modèles que Roland a présenté. C'est des produits qui sont intéressants notamment pour nous, pour les chaînes de télé. Alors, on va dire que c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une véritable matrice qui te permet de rentrer plusieurs sources, hein, donc là il y en a 8, précisément 8 HDMI, 8 RGB, et de pouvoir faire comme une distribution d'images, c'est-à-dire que l'intérêt c'est d'avoir plusieurs écrans et de distribuer tes écrans différemment. Donc ça intéresse souvent les gens comme nous, parce qu'on va avoir des écrans différents à alimenter, mais c'est surtout, Roland vient par l'univers au départ de la discothèque et de tout ce qui était le son, pour pouvoir diffuser les sources vidéo. Et là, ils ont passé un cap avec le renouveau de la marque depuis un an, qui a changé d'optique. Ils passent un nouveau cap et ils rentrent dans l'intégration pure et dure, c'est-à-dire de dire, nous, on peut fournir des produits pour les professionnels de l'intégration qui ont besoin d'afficher différemment les images, les distribuer. Et puis, il s'affirme aussi vraiment aussi dans le monde de la vidéo, parce qu'au départ, sauf si je me trompe, c'est quand même une marque de son. C'est une marque de son, mais ça fait longtemps qu'ils travaillent quand même sur l'image, hein. Alors c'est pas des produits qui sont
qui ont été vraiment mis en avant au niveau de l'image. C'est vrai qu'il y a un peu plus de concurrence pour eux, mais ils ont toujours eu cette capacité audiovisuelle. Ils étaient à l'ISE cette année pour présenter une nouvelle console, une console magnifique qui va être en concurrence avec les grosses marques comme les Studer ou autres, et ils en profitent parce qu'ils élargissent leur gamme. Donc c'est effectivement l'intérêt pour eux de pouvoir dire on est là, on n'était pas jusqu'à maintenant on était discret plutôt sur certains produits, mais on est là et ils le font voir avec d'abord un beau look. Ils ont trouvé une accroche visuelle assez sympa, et après c'est des produits qui marchent bien. On a eu la chance de tester l'un des mélangeurs Roland avec les équipes d'Europe 1 il n'y a pas très longtemps. C'est sérieux, c'est pas juste une venue pour faire mumuse. Ce sont des produits qui tiennent bien la route, quoi. C'est-à-dire que tu as ta console, mais tu vas pouvoir déployer tout ce qui va être autour. C'est-à-dire la captation et la distribution du son par des voies IP, par des nouveaux réseaux. Il y a plusieurs noms à certains réseaux, donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais effectivement, ils sont intégrés comme une console maintenant moderne, de nouvelle génération, avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, on peut piloter à distance des choses. Si tu veux récupérer un micro à 100 mètres, ils sauront faire. Si tu veux diffuser ton son avec un rattrapage du délai audio-vidéo dans une autre salle, tu vas pouvoir le faire. Donc voilà, on est dans une nouvelle approche de l'exploitation de l'audio et de la vidéo. Et Roland va être un acteur à suivre. Stéphane, on dit un mot, il nous reste 2 minutes de 2-3 autres sujets. D'abord le travail collaboratif facilité. Exactement. C'est vrai que l'ISE, il y a une grosse partie qui est dédiée à tout ce qui peut être équipement pour les entreprises, pour les salles de conférence, mais ça peut d'ailleurs être aussi utilisé par des chaînes de télévision ou des chaînes de radio qui ont des bureaux distants, qui doivent se réunir. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus envie de s'embêter avec brancher un adaptateur. Qu'on n'a jamais, d'ailleurs. Voilà, moi j'ai un Mac, toi t'as un PC, comment on se branche? C'est du VGA, non c'est du HDMI, ah non c'est du DVI. Donc en fait l'idée aujourd'hui c'est qu'on arrive dans sa salle de réunion avec un PC, un Mac, une tablette, et puis pouf, magique, on n'a plus besoin de se connecter par câble, tout se fait wireless, sans câble, avec le projecteur. On peut partager les contenus. Et donc il y a une société qu'on connaît beaucoup pour les projecteurs qui est Barco, qui a lancé il y a déjà 2 ans un produit qui s'appelle le ClickShare, qui est une espèce de petit bouton magique qui se branche en USB ou en wireless, parce qu'on peut avoir l'application sur sa tablette. Et en appuyant sur le bouton, vous accédez à votre vidéoprojecteur ou à votre moniteur. Ce genre de choses arrive. On voit aussi des solutions, vous savez, dans les grandes salles de réunion, salles d'administration, où on a des micros et chacun prend la parole. Et il y a un fabricant qui s'appelle Bosch qui propose le même genre de dispositif, mais sans fil, donc avec des boîtiers qui sont auto-alimentés sur batterie. Donc par exemple, vous êtes 6, vous mettez ça sur la table, et puis vous pouvez, pareil, en Wi-Fi, parler l'un après l'autre, vous envoyer des informations, faire du vote interactif. Voilà. Les câbles disparaissent aujourd'hui des salles de conférence, et tout ça aussi avec de la visioconférence, du travail à distance. Eh ben on en reparlera dans Broadcast Time évidemment. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces belles infos en provenance d'Amsterdam. On en fera peut-être une deuxième avec tes images et la suite de ce que tu as rapporté. Merci Fabrice. Mais de rien. Très belle semaine, et nous trois, on vous dit à très bientôt, mercredi 20h, 20h30, c'est Broadcast Time sur Watch TV. Salut à tous.